Bon, ben bonjour tout le monde. Salut. Alors, bienvenue au balado Vers l'avenir, le balado du Comité national des jeunes. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Jess Legault de la FQPN, donc la Fédération du Québec pour la planification des naissances. C'est ça? Ben, planning. Nous, on dit Pour le planning. planning. Ouais. Mais nous, on utilise les termes français. Ouais. Mais le planning des naissances, on va utiliser les vrais termes, c'est bien parfait. Et Joanie Beaumont, dans le fond, qui est conseillère à la condition féminine du SFPQ. Ça fait pas longtemps en plus qui était en poste avec nous, Joanie. Ça va faire 2 ans bientôt. Cool. Alors, ben, je vais vous laisser. Ben, j'étais avec Pierre-Luc aussi, là, comme Bienvenue. d'habitude. J'attendais que tu me présentes. Je vais te laisser commencer par te présenter, Jess. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Jess Legault. Je suis la coordonnatrice générale de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, FQPN pour les intimes. Et je représente le dossier politique de l'avortement. Donc, c'est ça, la FQPN milite depuis 1972 pour les droits en santé sexuelle et reproductive. Et voilà, le grand dossier, c'est l'avortement, mais on fait aussi la contraception, l'éducation de la sexualité des personnes en situation de handicap. Puis qu'est-ce qui t'a amené comme étude ou comme plan de vie à travailler pour cet organisme-là? J'ai un parcours un peu particulier. J'étais infirmière au début de ma carrière. J'ai fait un DEC à Dawson. Après ça, j'ai eu un bac. J'ai travaillé à l'hôpital, en CLSC. Après ça, j'ai été mère au foyer pendant 8 ans. J'ai 3 enfants. Et quand j'ai réalisé comme la vie d'infirmière, c'est très compliqué en tant que mère et tout ça, quand je suis retournée sur le marché du travail, je suis retournée dans le communautaire et les droits reproductifs me tiennent vraiment à cœur. Donc, c'est pour ça que je me suis rendue là. Merci beaucoup. Joanie, est-ce que tu veux te présenter aussi? Oui, Joanne Beaumont, conseillère en conditions féminines. Je fais aussi de la classification de l'équité salariale et du mouvement de personnel. J'ai un fameux poste hybride au syndicat, mais je fais principalement de la condition féminine. Je suis là depuis 2 ans, je l'ai mentionné. Puis, je proviens de l'accréditation fonctionnaire. J'étais à l'Assemblée nationale du Québec, à la bibliothèque, à titre de bibliotechnicienne. Puis, auparavant, j'étais aussi bibliotechnicienne au ministère des Transports pendant 5 ans. Cool. Vous avez des beaux parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas réalisé, on va parler d'avortement. On va parler d'accès à l'avortement. C'est un sujet, je crois que le SFPQ s'est positionné là, en ce sens-là. Peux-tu nous parler de la position du syndicat par rapport à l'avortement? Oui, bien en fait, le syndicat à l'aide du Comité national des femmes, dès sa création, ça fait maintenant 40 ans qu'il existe, on s'est positionné en 1985 pour le libre choix. Puis en congrès, on a eu un débat là. On fait beaucoup des décisions de congrès avec les instances syndicales. C'est notre mode de fonctionnement, puis dans les autres syndicats aussi. Donc, je vais vous la lire, la position. La seule alternative est le libre choix. Le libre choix ne signifie pas être pour ou contre l'avortement, mais vise à ne pas juger la décision prise et l'acte posé. Se prononcer pour ou contre l'avortement, c'est s'approprier le droit de juger de la conduite morale des gens jusque dans leur chambre à coucher. Nous voulons que les personnes puissent exprimer librement ce choix. C'est pourquoi nous estimons que les femmes concernées doivent pouvoir en bénéficier du droit et des services d'interruption volontaire de grossesse. Il est toujours possible aux personnes dont les croyances s'opposent à l'avortement de ne pas utiliser ces services. Cependant, elles ne peuvent imposer leurs convictions ou autres. Donc ça, c'est notre position de congrès qu'on a depuis 1985 qui n'a jamais été modifié, où il n'y a jamais eu d'autres débats sur la question de l'avortement. Donc, c'est vraiment un des premiers mandats, je crois, que le Comité national des femmes avait, qu'on a une position syndicale pour les décennies à venir. On peut dire que c'est une position qui est quand même assez claire, là, compte tenu que ça fait depuis toutes ces années-là que c'est établi. Je pense que ça, c'est ancré dans nos valeurs d'organisation, puis c'est quand même clair. Là. Ça frappe aux yeux. Là. Moi, je dirais même en 1985, à moins que je me trompe, puis gêne-toi pas, Jess, là, mais c'était toujours criminel, l'avortement. Ouais. C'était pas décriminalisé, donc c'était quand même audacieux, peut-être, mais c'était dans les mœurs quand même. Il y avait des gros débats de société face à la décriminalisation de l'avortement et de le rendre accessible. Puis ça leur pris un peu, finalement, la position dans les lois d'aujourd'hui qu'on connaît. C'est une décision personnelle, propre à chacun, chacune.
donc qui ne peut être imposé. Fait que ça suivait la tendance de la société, je Parce trouvais. que historiquement, c'est ça, il faut rappeler, là, c'était quoi les conséquences par rapport à une femme qui se faisait avorter? C'était quoi les options qu'une femme avait à ce moment-là? Là? On parle, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Ben, c'était la première décriminalisation de l'avortement, c'était en 69 par Trudeau, papa Trudeau. Lui, ils ont décriminalisé l'avortement en 69 et l'homosexualité, la contraception, tout dans une loi omnibus. Mais à ce moment-là, l'avortement était seulement disponible si tu avais 3 médecins qui l'approuvaient. Donc, il fallait avoir un comité d'avortement thérapeutique qui approuvait la décision que ça mettait. Ouais. C'est lourd. C'est lourd. Puis il fallait que l'hôpital soit accrédité pour ça. Donc, il y avait plein d'hôpitaux, surtout du côté francophone au Québec, des hôpitaux catholiques qui refusaient carrément de créer les comités. Donc, et avant 69, l'avortement clandestin ou les conséquences des avortements clandestins, c'était la première cause d'hospitalisation des femmes. Donc, on parle de 50 000 femmes par année au Canada qui se faisaient hospitaliser à cause des conséquences des avortements clandestins. Donc, c'est pas en criminalisant l'avortement qu'on l'élimine. On fait juste le rendre moins sécuritaire et plus dangereux pour les femmes. Pourrais-tu expliquer c'est quoi l'avortement thérapeutique pour les personnes qui ne le savent pas? Parce que c'est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Bien, l'avortement thérapeutique, ils veulent dire que c'est contraire à un avortement spontané comme une fausse couche. Okay. Un avortement thérapeutique, c'est l'avortement par instrument. Okay. Et donc, ils appelaient ça, parce qu'eux, ils voulaient faire la distinction entre un avortement libre et choisi, versus eux, ils disaient non, mais c'est pour la santé de la femme. C'est la notion de choix qui est absente, en fait, là, qui servait de ce prétexte-là pour éliminer le choix. C'est ce qu'ils appellent une IVG, interruption volontaire de grossesse. Exactement. Je pense en Europe, là, notamment, on utilise beaucoup ce terme-là. Oui, et moi, je préfère dire avortement parce que monsieur, madame, tout le monde dit avortement. Puis on dirait qu'on se cache un peu derrière l'euphémisme de dire interruption volontaire. Puis, c'est comme, ça n'a rien à voir. C'est pas notre... on ne devrait pas juger le terme avortement. C'est un terme comme un autre. Puis... mais on l'utilise des fois dans un texte, de dire avortement plein de fois de suite, ça devient juste comme, c'est redondant. Là. Donc, des fois, c'est juste pour alléger le texte, on utilise IVG, okay. Mais... Je pense à l'époque, c'était... pas que les gens appréciaient le terme thérapeutique, mais moi, ma mère a travaillé dans le système de la santé, puis je me rappelle, elle me disait ça, thérapeute, tu sais, ça passe mieux, le thérapeute. C'est plus rassurant. Il y a peut-être une forme de déculpabilisation à travers le terme qui peut-être que les gens se sentaient plus à l'aise d'utiliser ce terme-là, puis encore là, je veux dire, je fais des suppositions. C'est pour toi, ta santé, donc ta grossesse, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux pour ta santé, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux pour le bébé, donc non, on ne vous avortera pas, madame, ça va être un avortement thérapeutique, là, c'est pour le bien de tous. Je pense que ça passait bien comme ça à l'époque. Oui, mais t'imagines d'être obligé de prouver que tu en as besoin, puis d'être obligé devant des médecins, puis on est d'accord que dans les années 70, c'était surtout des hommes. Donc, c'était aussi devant un panel de 3 hommes qui font la décision pour ta vie. Donc, c'est sûr que, là, c'est pour ça qu'on a eu tous les jugements contre le médecin Morgan Taylor, parce que lui, il opérait, je veux dire, il faisait pas des opérations, mais il travaillait à l'extérieur. Travaillait un peu clandestinement. On va dire les mots. Là. Oui. C'était clandestin, puis c'était sous la loupe. Qui a été mais amené en cours. C'était-tu que... Quand il faisait ça, est-ce que c'était considéré comme aidant à ce moment-là, quand même, pour les personnes qui utilisaient ça? Oui, absolument, mais c'est que, il a été poursuivi plusieurs fois dans les années 70. Éventuellement, le Québec a dit on va arrêter de le poursuivre. Ouais. Et lui a déménagé à Toronto pour mettre en place des cliniques à Toronto. Et l'histoire a continué. Oui, exactement. Mais le Québec, nous, on a eu les centres de santé des femmes, on a eu les CLSC, avant même 1988, qui est le dernier jugement qui a fait en sorte qu'on n'a plus de loi sur l'avortement au Canada, en 88. Mais avant ça, on avait déjà les CLSC et les centres de santé des femmes qui faisaient des avortements à l'extérieur. Donc, la position est vraiment intéressante quand en 85, vous avez pris cette position-là. Ouais. Mais justement, je voulais faire du pouce là-dessus. Je voyais ton non-verbal, puis ceux qui nous regarderont sur les plateformes vidéo vont le voir. Tu avais l'air de beaucoup acquiescer là, quand on parlait de notre positionnement. Ouais. Comment tu ressens ça, toi? Je trouve ça beau parce que ça
ça laisse à chaque personne le choix, tu sais, comme le choix de sa conscience, mais puis le libre choix, c'est vraiment ça. C'est pas de dire qu'on est pro-avortement. C'est de dire que moi, je reconnais que la personne ou la femme est la mieux placée pour faire ce choix-là pour son corps. Puis moi, je ne vais pas m'imposer mes valeurs sur la personne. Je vais faire pour moi qu'est-ce qui est bien, puis je vais faire, tu sais, je vais laisser la personne faire ses propres choix. Donc, pour moi, ça l'englobe. C'est pas juste on est pro-choix, puis c'est tout. Non, vous allez vraiment dans les détails, puis non, je trouve ça vraiment bien. J'aime la notion d'absence de jugement. Peu importe qu'elle le fasse pas. Et la notion de ne pas influencer positivement ou négativement aussi. Donc, il y a vraiment une notion de liberté dans tous les sens du terme. Fait que dans notre discours, s'il y a quelque chose que j'entends, là, c'est pour ceux qui nous écoutent, quelque chose d'intéressant à changer dans nos discours. Je suis pas pour l'avortement, je suis pas contre, mais je suis pour l'expression libre et éclairée, dans le fond, du choix de décider d'avorter ou non. Fait que je suis pro-choix, en fait, là, sur une pro-vie à ce moment-là. Là. Donc, c'est super intéressant. Puis, historiquement, avant d'en arriver là, tu parlais tout à l'heure, il y a un moment donné où c'était criminel, ça s'est décriminalisé. Est-ce qu'il y a eu des retours en arrière aussi qu'on a observés il n'y a pas si longtemps? Bien, depuis 88, il y a eu 48 tentatives au fédéral de restreindre le droit à l'avortement. Donc, avec le jugement de la Cour suprême en 88, on enlève toute mention de l'avortement dans le code criminel, mais on pensait qu'il allait avoir un genre au côté civil, ou qu'il allait avoir un encadrement quelconque, mais finalement, avec la loi sur la santé, si l'avortement, c'est un soin de santé, c'est couvert là-dedans. Ouais. Puis la charte couvre l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, finalement, c'est correct. On n'a pas besoin d'avoir une loi, mais toutes les autres tentatives, depuis 48 tentatives depuis 88, c'est quand même énorme. C'est plus qu'une fois par année que les députés à la Chambre des communes ont essayé de restreindre le droit à l'avortement, que ce soit directement ou en donnant un statut légal au fœtus. Donc, c'est... différents mécanismes qui ont été utilisés pour tenter d'influencer, tenter de changer la perception. Puis pourquoi après plus de 37 ans, l'avortement, pourquoi c'est un sujet qui revient, qui est toujours remis en question au Canada par certains groupes, par certaines organisations communautaires? Le patriarcat. Le masculinisme. Moi, je veux vraiment entendre vos positions par rapport là-dessus, parce que c'est sûrement une question que les gens qui regardent le balado se posent. Puis c'est un peu la question aussi qu'on se pose quand on voit des jugements comme Roe versus Wade à nos voisins de la frontière sud, là, voir que des fois, dépendamment du gouvernement, ça change, là, dépendamment de la nomination de certains juges, de leurs allégeances politiques, là, les positions vont drastiquement passer d'un côté à l'autre au lieu d'être dans l'espèce de non-jugement, de dire, bon, ben laissons les femmes choisir, laissons-leur les outils accessibles. Pourquoi ça revient toujours, cet enjeu-là? Moi, je pense qu'il y a peut-être une incompréhension ou une méconnaissance du droit, comment il est fait. Puis, je ne suis pas juriste, là, mais puis du droit au Canada, moi, personnellement, je trouve qu'il est bien fait car il est vaste. Chaque personne a le droit, par la Charte des droits et libertés, de disposer de leur corps. Donc, c'est un droit individuel. Tu fais, tu sais, hein, ton corps, c'est... Ton corps, ce n'est pas mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, alors laisse-moi le mien. Oui, exact. Mais les gens vont souvent dire, mais OK, mais là, comment on peut... c'est un soin de santé, donc c'est au jugement d'un médecin de savoir aussi... de pas de prendre la décision, c'est au choix de la personne, puis de donner le soin, puis de prendre... de faire l'acte en fonction des demandes des patients. Okay. Des patientes, pardon. Puis, tu sais, on se rend pas compte que, tu sais, justement, c'est un choix individuel, des fois, je trouve, puis il est sans limite, en fait, au Canada. Donc, le droit a été fait de façon à ce que ce soit vraiment très libre au Canada, contrairement à d'autres pays. On ne met pas de limite légale à tout ça. Puis là, des fois, les gens vont faire « Ah, je savais pas. » Ben non, mais on peut pas faire ça. On peut pas se faire avorter à 8 mois. Ben... Je pense que ça doit être rare au Québec ou au Canada que ça arrive. On
1 des cas. Oui, c'est ça. Puis après ça, quand ça arrive, ça peut être justement quelque chose de médical. Là. Je pense pas que les gens font juste « Hey, j'ai changé d'idée rendu là ». C'est vraiment une autre condition XY qui va s'appliquer. Puis on va dans l'extrême, justement, pour montrer que, je mets des guillemets en ce moment, là, ça n'a pas de sens. Mais c'est vraiment, le droit a été fait de façon à ce que les femmes puissent prendre des choix libres par rapport à tout ce qui se passe en ne mettant pas leur santé en péril. Puis je pense que c'est ça, c'est juste pas connu les mécanismes de comment c'est ci, ça. Puis souvent aussi, les personnes vont utiliser des arguments comme de dire, bien, l'autre personne, dans une perspective hétérosexuelle, là, que c'est un homme, une femme, ben, de dire, ben l'autre, il n'y a rien à... Ben oui, la personne dispose de sa liberté, de son corps, je veux dire, on n'embarquera pas comment qu'on peut faire un enfant, je pense que tout le monde le comprend. Mais tu as fait un choix, là, à un moment donné, d'avoir un rapport sexuel qui fait en sorte que ça pouvait faire un enfant, puis ou pas, puis tu disposes toi-même aussi de ton corps en tant qu'homme. C'est juste, c'est plus... Mais ça, c'est sans égard à n'importe quelle combinaison, là, LGBTQ2, S+, qui pourrait avoir, parce que la réalité fait en sorte que il y a des fois 2 femmes qui décident d'avoir un enfant. Des fois, il y a même des femmes seules qui décident d'avoir un enfant. Et ça, c'est magnifique parce que ça permet à des gens qui veulent pas nécessairement être avec un partenaire ou une partenaire de pouvoir donner la vie, ce qui est très beau. Puis de ton côté... Ben, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais j'ajouterais aussi que le contrôle des corps des femmes est à la base du patriarcat. Et la discrimination basée sur le genre, donc c'est le contrôle des corps des femmes, et des personnes LGBT, des personnes trans, tout ça, ça revient au contrôle de la domination de l'homme sur la femme. Et ça passe par en contrôlant la vie de la femme, en la forçant à avoir un enfant. En enlevant le droit à l'avortement, tu forces la femme à pas avoir le contrôle de son corps et de sa vie, parce que une fois que c'est pas juste la grossesse puis l'accouchement, là, c'est comme, là, t'es pogné avec un enfant pendant au moins 18 ans. Donc, c'est pas, tu sais, c'est d'enlever les choix puis de la rendre soumise à la loi, mais au système patriarcal. Donc, c'est vraiment une stratégie de domination d'enlever le droit à l'avortement. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent toujours aux droits de la femme. Tu sais, ils s'attaquent toujours au corps des femmes, que ce soit avec le voile, que ce soit avec l'avortement, que ce soit avec même les traitements de réaffirmation de genre. Tu sais, c'est tout ça, c'est pour contrôler les corps puis ensuite les vies. Donc, c'est fondamental, le droit à l'avortement. C'est considéré que la femme n'est pas capable de prendre les décisions par elle-même. Donc, elle est inférieure et même inférieure intellectuellement, qu'elle a besoin peur, ces gens-là, souvent, ont peur de se faire, justement, supplanter par des femmes. Là. Il y a beaucoup un complexe aussi d'infériorité. Donc, en prenant le contrôle, on s'assure que la femme ne prendra pas trop de place et ne sera pas plus intelligente que moi et n'aura pas plus un rôle important que le mien. Ça vient probablement aussi, comme on disait tantôt, d'une incompréhension. Puis c'est un peu pour ça qu'on prend le temps de vous inviter, parce que c'est... tu sais, on a le Comité national des jeunes au sein du SFPQ, mais il y a aussi le Comité national des femmes. Puis c'est important pour nous de pouvoir, en tant que jeunes, parce qu'on représente des femmes, on représente des hommes, on représente des gens qui sont aussi non-binaires et tout. On en a parlé de l'inclusion, mais c'est important pour nous de mener ce combat-là puis d'être des alliés. Même si au Comité national des jeunes, en ce moment, on est 3 hommes, ça reste qu'on veut être des alliés, des femmes, on veut être des alliés dans cette cause-là. Mais c'est important pour nous, puis c'est pour ça qu'on... partie de la solution. On veut faire partie de la solution, Absolument. en parler, essayer de le démocratiser, essayer de normaliser les discussions, de déstigmatiser tout ça, parce que je pense qu'en comprenant, on devient plus partie prenante de la solution et non du problème, je pense. Je parle pour la majorité des hommes. Non, mais je suis vraiment d'accord, puis je pense qu'un mouvement féministe ou un mouvement pour l'égalité entre les genres futur ou présent et futur doit inclure tout le monde. Tout le monde qui veut, les hommes, tout le monde qui veut aller vers l'égalité doit être bienvenu dans le mouvement. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On élimine la moitié de la population, la moitié de nos alliés. On a eu la riposte le 1er juin à Québec contre la marche pour la vie qu'il y avait là. Et c'était les syndicats. Il y avait une gang de gars qui ont débarqué avec leur camion, leur système de son. Si on avait fait un événement non mixte, c'est comme...
il y avait tout ce soutien-là, toute cette gang-là qui était débarquée, qui avait débattu. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas capables de bouger des tables. Je suis en train de dire qu'on était une belle gang de soutien, puis c'était pas, il faut que ça soit une alliance entre tout le monde qui veut le même objectif, puis c'est de l'égalité. C'est tout. Ah, c'est magnifique, j'adore ce que tu dis. Oui, vraiment. Puis tu sais, on parle des jeunes parce que notre balado s'adresse aux jeunes, aux jeunes femmes, comme tu disais. À toutes les genres aussi. Puis je me questionnais par rapport à ça. J'ai comme entendu aussi que beaucoup de jeunes de 34 ans et moins, on dirait qu'il y a comme une tendance à revenir un petit peu vers une certaine fermeture d'esprit sur certains sujets, que ce soit l'homosexualité, que ce soit la tolérance de la diversité des genres, ces choses-là. Puis c'est quand même quelque chose qui fait assez peur. Il y a des études qui sont sorties aussi récemment. Ouais. Est-ce qu'au niveau de l'avortement aussi, c'est quelque chose qu'on voit? Est-ce que vous avez plus de sensibilisation à faire dès le plus jeune âge dans les écoles, sur le terrain? Puis c'est quoi qui cause ça? Bien là, moi, j'ai 41 ans, donc je vais avoir l'impression d'être vieille, là, mais comme c'est les réseaux sociaux, c'est l'Internet. L'Internet et le patriarcat. Réponse à tout. Le capitaliste, j'ai pas encore nommé le capitaliste. On taquine en passant. Non, moi aussi. Moi, je pense que c'est vraiment un niveau d'isolation qu'on voit surtout dans les dernières 5 ans avec la pandémie, ça va faire 5 ans. Là. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Puis je pense que c'est l'isolation. Puis puis un manque de nuances dans nos discours aussi, de dire que, tu sais, comme... En tout cas, je pense que c'est comme de dire que c'est les hommes le problème. C'est de manquer l'opportunité de dire que les hommes font partie de la solution aussi. Donc, c'est le seul message que tu reçois en tant qu'ado, adolescent, c'est que tu es le problème. Tu te mets à dos. Ben oui, exactement. Donc, c'est de pas... Il faut parler du patriarcat, il faut parler des systèmes d'oppression, le capitalisme, tout ça, et le racisme systémique et tous les systèmes d'oppression, parce que sinon, on est en train de viser des individus quand on le sait que c'est le système. Mais je pense que vraiment, il y a des partis pris dans ce genre d'isolation-là qui veulent que les gens se sentent isolés et impuissants. On le voit depuis l'arrivée de Donald Trump. Il nous envoie tellement... il ne nous envoie pas à nous, là, mais il envoie à tout le monde tellement d'informations qu'on se sent impuissant devant cette foulée-là. Mais si on était unis, si on était capable de se mettre ensemble puis d'être capable de dialoguer, même si on n'est pas d'accord, là, on serait capable d'être en communauté avec du monde puis d'aller vers des solutions. Puis je pense qu'on a vraiment perdu cet élément-là dans l'organisation, surtout de la gauche. Là. C'est difficile des fois d'être allié avec du monde avec lequel on n'est pas d'accord. Mais je pense que l'isolation des jeunes avec les réseaux sociaux, mais aussi, tu sais, comme... Moi, j'ai un adolescent qui finit le secondaire. Lui a commencé en septembre 2020. Il n'y avait pas d'activité parascolaire pendant plusieurs années. Il allait à l'école, puis il revenait à la maison. Il n'y avait aucune possibilité de socialisation à cause de la pandémie. Mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas ces outils-là. Puis quand on voit, c'est 3 fois plus de discrimination chez les jeunes. Je pense que tu parles de la recherche de Ré-Montréal. Oui, Ré-Montréal. À propos de l'homophobie. Mais c'est parce qu'il faut côtoyer du monde différent pour apprendre à être tolérant. Mais si tu es toute seule à la maison puis tu regardes juste qu'est-ce que TikTok te donne comme information, la désinformation, c'est 3 fois plus présent que la vraie information. Puis les groupes comme la FQPN puis comme nos membres, ils essayent de contrer la désinformation, mais nous, on est juste une petite goutte dans un océan de... Ça prendrait des alliés plus gros, là. Des médias de masse, là, autant qu'ils sont capables de véhiculer de la chenoute, que peut-être là, ils seraient capables de véhiculer des éléments d'information importants qui serviraient réellement à la société. Tu sais, je vais faire une espèce de parallèle. C'est un peu comme apprendre la sexualité avec la pornographie. Si c'est la seule information que les jeunes ont accès, malheureusement pour eux, ils vont associer que les relations sexuelles, c'est ce qui est dans la pornographie, alors que c'est ce qui n'est pas vrai. Puis je pense qu'on doit justement avoir des plateformes, des endroits où on peut socialiser, parler, discuter, échanger. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va ouvrir les esprits. Puis je pense qu'on va tous y gagner en tant que société. Comme tu disais tout à l'heure, on va tous aller chercher le positif de ça. Puis on va justement
faire en sorte que les gens auront plus cette ignorance-là. On va cultiver J'aime beaucoup dire cultiver la désignorance. C'est-à-dire qu'on va vraiment renverser la tendance puis faire en sorte de justement parler des sujets puis de défoncer les plafonds puis les portes. C'est ça qu'on cherche à faire. T'as le choix de devenir un mal alpha, là, mais t'as le choix de pas l'être. Ouais. C'est un peu ce que tu dis tantôt aussi, c'est tout ce que tu vois dans tes modèles, puis tu dis que c'est ça qui fonctionne, puis qui fait runner la société. Ouais. C'est à travers ce que tu vois dans les médias sociaux, puis que tu côtoies plus nécessairement la diversité, etc. Il faut créer des occasions aussi d'échange. Puis nous, est-ce qu'en tant que syndicat, Joanie, c'est des choses, premièrement, que nos femmes qui sont touchées beaucoup par la condition féminine, ou les personnes qui s'identifient comme des femmes, est-ce que c'est des défis auxquels on va devoir faire face en tant qu'organisation? Puis on a-tu des pistes de solutions, des choses qu'on va mettre en place, que tu penses dans le futur qui vont être importantes aussi par rapport à ça? Moi, je pense que c'est important de se mobiliser face à tout ce qui se passe en ce moment. Il y a une conjoncture, il y a une régression des droits. Il y a un risque plutôt de régression des droits. Puis on le voit, puis tu sais, oui, là, mon but, c'est pas de citer Simone de Beauvoir, mais elle a tout le temps dit, lorsqu'il va y avoir une crise politique, économique, puis tu sais, on est dedans. On parlait des jeunes tout à l'heure on parle beaucoup d'éco-anxiété, il y a une crise climatique, il y a une conjoncture qui est parfaite, là, je mets encore une fois des guillemets, mais qui est parfaite pour permettre de dire, il faut revenir on est allé trop loin dans plusieurs sphères de la société, il faut revenir à des bonnes vieilles valeurs qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir contrer et replacer les choses. C'est des discours politiques qui ont tout le temps eu lieu, qu'on s'est toujours positionné face à ça. Puis tu sais, on le voit, là, tu sais, c'est tout simplement cyclique, là. Moi, je pense à Maurice Duplessis, il y avait ce discours-là, on revient aux bonnes vieilles valeurs. Ça a beaucoup freiné l'émancipation des femmes, les droits des femmes. Même chose avec les attentats de Polytechnique. On était allé trop loin, fait qu'il y a eu cet événement-là. C'est un cycle, c'est cyclique, là. Fait qu'on y est, là. On est allé trop loin en ce moment où les gens trouvent. Faut corriger la situation. Comment qu'on le fait? Bien, c'est en imposant un mode plus autoritaire, en imposant des valeurs, en faisant ci, puis ça permet l'émergence de ces discours-là, comme tu parlais tantôt, mal alpha, peu importe, ça permet des discours d'extrême droite, qu'on va dire, tout ça, là, c'est là. Fait que c'est sûr que c'est important de se mobiliser, moi, je trouve, de prendre action, de prendre position, puis d'être sur le terrain pour montrer que ça ne passera pas. Tu parlais tout à l'heure, il y a une manifestation cet été. Il y a une riposte, en fait. Il y avait une manifestation d'un groupe pro-vie, donc qui est contre l'avortement. Puis, il y a eu une riposte, notamment avec les syndicats. La SFPQ a participé aussi. Il y avait une riposte en disant, ben non, nous, on est pro-choix au Québec. Ça a tout le temps été le cas. On a tout le temps été la province la plus pour le droit à l'avortement. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a eu c'est une première manifestation dans une trentaine d'années pour les mouvements pro-vie. Puis ils savent qu'au Québec, c'est difficile. Fait que justement, ils injectent plus d'argent. Puis ils ont des... Je veux pas dire qu'ils ont des belles campagnes publicitaires, mais ils savent là, la ligne de communication. Là, ils ont de l'argent, ils font... c'est convaincant, là. C'est juste d'être informé. Fait que c'est important de diffuser de l'information, d'informer les gens dans la société de comment que c'est, qu'est-ce qui se passe et comment ne pas perdre nos droits. Fait que je pense que c'est une mission que... Ben, je peux pas imposer une mission, mais je pense que le SFPQ, parce que ça a tout le temps été porté par les syndicats aussi au Québec, là, tout ça. Les groupes, les tables de femmes du Québec, les groupes de femmes et les syndicats aussi sont tout le temps très présents sur le terrain pour les droits, les valeurs qui rejoignent nos membres. Fait que je pense que ça serait vraiment important qu'on soit présent dans les prochaines années, qu'on maintienne notre position de 1985 puis qu'on continue dans en faisant plus d'actions. C'est laquelle qui a été le plus médiatisée, la pro-vie ou la pro-choix? Bonne question. Ben, c'était la même fin de semaine que les funérailles de Jean-Pierre Ferland. Donc, on n'a pas eu beaucoup de couverture médiatique finalement, mais on était 3 fois plus du côté pro-choix. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, franchement, puis on avait quand même plusieurs élus qui étaient de notre côté. On a eu une motion le 31 mai, la veille à l'Assemblée nationale, une motion pro-choix adoptée à l'unanimité. Donc, t'as raison, on est vraiment une bébite unique
au Canada, là, le Québec, mais en Amérique du Nord, finalement, là, peut-être dans le monde, le Québec, c'est vraiment... Ouais. Donc, Puis même pour apporter peut-être dans une perspective historique, tu as parlé tantôt du docteur Henry Morgan Taylor. Mais tu sais, oui, c'est un docteur qui était présent au Québec, qui a permis, qui a fait des avortements, mais qui a permis justement la décriminalisation à travers le Canada. Fait que tu sais, c'est sûr que si on enlève le Québec du Canada sans parler de souveraineté, là, mais ça changerait toute la notion de droit de ce qui se passe, de ce qu'on a eu là, comme gain, parce que ça a vraiment été fort au Québec. En tout cas, peut-être j'ai ma chambre d'écho en tant que québécoise, mais ça a vraiment été fort. Là. On a vraiment quelque chose à être fier, puis je pense que c'est ce genre de choses-là qui fait de nous qu'on peut se considérer comme une société distincte. Puis ça, on doit être fier de ça aussi. Là. La moitié des cliniques d'avortement au Canada sont au Québec. C'est comme, on n'est pas la moitié de la population, loin de ça, mais je pense que le mouvement féministe au Québec est fort depuis plus de 50 ans. On est vraiment quelque chose. Puis c'est aussi grâce aux syndicats. À chaque fois que j'ai quelque chose, j'appelle les syndicats puis ils viennent. C'est incontournable. C'est toujours à chaque fois. Je le sais qu'ils vont être mobilisés, qu'ils vont être mobilisables. Ils vont être. C'est vraiment, vraiment précieux comme alliance. Le mouvement féministe, ça va ensemble, là, les syndicats. Puis c'est le même mouvement. C'est juste deux branches du même mouvement. Puis on dirait quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à des jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent? Allez voter. Aller voter? Pour les bonnes personnes. Pour les bonnes. Mais non, mais gardez... Non, mais vraiment, là, parce qu'il y a un genre de... Tu sais, trouvez votre communauté de militance, déposez votre téléphone. Puis ça, c'est pas juste les jeunes, ça, c'est tout le monde. Ouais. Déposez votre téléphone, arrêtez de doom scroll. Allez dehors, trouver votre communauté. La FQPN, on va mettre sur pied un comité de mobilisation dans les prochaines semaines parce qu'on voit ce besoin-là de retrouver son monde, de voir, OK, non, mais c'est pas juste moi qui se sent impuissante puis qui veut faire quelque chose. On a les élections au fédéral qui s'en viennent. On sait que juste comme ça, sans être partisane, mais en 2023, il y avait un projet de loi anti-choix qui était au fédéral et 100% des députés élus conservateurs ont voté pour. Donc, pour moi... ce qui se dessine pour les prochaines élections. C'est ça. Donc là, quand on va voter, que ce soit au mois de mai ou au mois d'octobre, dépendant de quand est-ce que le gouvernement va tomber, il faut prendre en compte le droit à l'avortement dans son choix. Je sais qu'économiquement, financièrement, les choses sont compliquées en ce moment, mais il faut regarder aussi les États-Unis, puis qu'est-ce qu'ils ont laissé passer. Le renversement de Roe vs. Wade en 2022, ça faisait 50 ans que les anti-choix travaillaient là-dessus. Ça fait 40 ans que le mouvement anti-choix au Canada essaye de limiter le droit à l'avortement. Il ne faut pas élire un gouvernement qui va dire à ses députés, ses députés, comme s'ils ont un gouvernement majoritaire, ils vont passer à 100% les votes sur des lois anti-choix. Puis dis-moi, vous n'avez pas une activité en lien avec à Montréal, en lien avec se préparer aux prochaines élections? Exactement. Donc, c'est le 25 février. On va avoir notre première... 2025? Oui, dans 2 semaines. Là, on va avoir notre première rencontre du comité de MOB. On a une 50aine de personnes déjà inscrites. Wow. Puis c'est ça, c'est vraiment pour essayer de se trouver une petite gang là, de féministes. Puis tout le monde est bienvenu. Peu importe son genre, son expérience militante, tout ça. On veut vraiment que les gens viennent se retrouver, des bonnes collations. Et après ça, on va voir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que ça va venir des membres, ça va venir du monde, qu'est-ce qui vous ressemble. Puis moi, je suis dans la diversité de tactiques, absolument. Nous, on est capable de faire qu'est-ce que la FQPN peut faire, mais si les gens veulent se mobiliser autrement, c'est bienvenu aussi. Puis je me permets, parce que moi, je suis élu au poste du Comité national des jeunes pour les régions. Entre autres, là, je m'occupe bien sûr aussi de Montréal et de Québec, mais j'ai à cœur aussi l'intérêt de nos jeunes qui sont en région. Ouais. Est-ce qu'il y a des tentacules? Est-ce que c'est possible à Rimouski ou à Saguenay? Oui, ça l'est. Oui, absolument, parce que la Fédération du Québec, c'est vraiment le Québec. Parfait. Donc, au mois d'août, on a fait un camp féministe, puis on a invité des pôles régionales. Donc, on est vraiment allé chercher du monde de chaque région pour venir au camp, pour justement se préparer. Et donc, nous, on a un comité élection.
on va former nos groupes dans chaque région pour être capable de faire les mêmes actions, mais juste plus régionales. Donc, à Rouen, à Rimouski, à Gaspé, il va y avoir du monde de mobiliser. Puis, on va cibler les députés qu'on sait ou les candidatures qu'on sait qui ont une tendance à voter anti-choix pour être capable de dire, mais faites attention, c'est pas nécessairement à Montréal que les conservateurs vont être élus, mais il faut faire attention de comment on vote, puis comment il faut juste démontrer comment les informations qu'on a pendant les dernières années, puis les gens vont faire leur choix individuel. J'ai une petite question. Je m'adresse à vous deux. Oui. Pour l'historique militant, syndical, politique, l'historique militant, l'historique de vie, puis d'implication dans la vie politique également. Je voulais me dire, si jamais on avait un changement drastique de gouvernement, on s'entend que, est-ce que je suis alarmiste de dire que si on donne le droit à retirer, en fait, le droit à l'avortement, par la suite vont s'en suivre les atteintes auprès des communautés les plus vulnérables? Est-ce qu'on peut présager que c'est souvent une porte ouverte à aller vers de l'extrémisme, en fait, au niveau de notre gouvernement? Ben oui, mettons, on le voit, on n'est pas les États-Unis, mais on voit ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. On a tout le temps dit, quand les droits des femmes évoluent, ben les droits de tout le monde évoluent, puis de d'autres communautés aussi, mais l'inverse aussi va se produire. Si les droits reculent, ben ça va faire reculer d'autres droits, effectivement, pour exemple, la communauté LGBT, qui a etc., puis les personnes les plus marginalisées, tu sais, moi, je trouve que tout est là personnellement, mais c'est important justement de se mobiliser. Puis justement, tu parlais de l'événement que vous avez le 25 février. Bien, moi, je me dis, si c'est quelque chose... Oups, j'ai accroché le micro. Si c'est quelque chose qui parle aux jeunes, aux femmes, à nos membres, bien, allez-y, impliquez-vous. Tu sais, moi, je pense à nos reprentants locaux jeunes, femmes, les représentants régionaux. Tous les paliers confondus. Impliquez-vous dans vos communautés. C'est sûr, je ne connais pas les modes de fonctionnement au comité des jeunes, mais moi, les représentantes régionales, je leur dis, impliquez-vous à vos tables locales de femmes. La table des femmes du Bas-Saint-Laurent, de Chicoutimi, peu importe. Je ne sais même pas s'il existe, mais moi, je suis plus au niveau national. Mais justement, allez-y, vous allez avoir ce type d'informations-là. Vous allez savoir qu'est-ce qui se passe localement, où qu'on se mobilise, qu'est-ce qui va arriver, qui a besoin d'aide. Parce que ça, oui, c'est une initiative. Moi, je le vois, personnellement, je le vois régional dans mon organisation. Mais il y a des choses comme ça partout au Québec à tous les jours. Puis de dire, comme le 1er juin, bon, mais il y avait des autobus d'organisés en région. Bon, mais allez-y, vous allez l'avoir. Oui, on va vous transmettre l'info le plus possible, mais si vous êtes sur une table de femmes régionales, bien, vous allez déjà le savoir, puis vous allez mobiliser vos membres, vos collègues. Tout simplement, tu sais, c'est important d'être présent sur le terrain, je trouve, puis d'être mobilisé, parce que c'est comme ça aussi qu'on devient mobilisant. Ouais. Donc, qu'on a une plus grande force de frappe. Puis c'est là qu'on va dire, bien, il y a eu un impact. On parlait tout à l'heure du 1er juin, encore une fois, puis c'était le 1er. Oui. Du 1er juin, encore une fois, de la manif pro-vie, pro-choix. Mais moi, je pense que ce que j'ai vu dans les médias, c'était beaucoup, tu sais, c'est une première. Il y a eu une manifestation pro-vie, genre, ça arrive jamais au Québec. Il y a eu ça, puis il y a eu une riposte. Fait que moi, je trouve que ça l'a bien passé médiatiquement. C'était plus comme, regardez ce qui vient de se passer. Mais ça a un impact, parce que moi, depuis, j'en avais jamais vu avant. On ouvre une porte, là, une brèche. Là. Ben, j'en ai vu une. Moi, je reste à Québec. L'autre fois, en passant sur le boulevard Laurier, au sud de Québec, l'hôpital plus spécialisé pour les enfants, il doit faire d'autres services. Il y en avait une. Il y avait un groupe. Puis c'est important de savoir aussi, il n'y a aucune loi qui encadre l'avortement, mais il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de manifester à 50 mètres d'une porte d'hôpital qui offre, ou de service de soins de santé, qui offre des services d'avortement. À ma connaissance, il n'y en a pas au sud de Québec, mais il était vraiment sur le coin du terrain. Fait que là, sur le coup, j'étais outrée, puis je me disais, ils n'ont pas le droit, je vais. Mais finalement, oui, il respectait la loi, il était vraiment loin. Il n'était pas pantoute ou une porte. Mais je me suis dit, Colin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh mon Dieu, c'est chez nous, c'est dans ma cour. Ça m'a vraiment choquée, là, mais j'ai mon billet féministe aussi, là, mais j'étais comme, ça rouvre une brèche. La brèche est ouverte. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Moi, je préfère qu'il y ait des manifs
pour l'avortement, dans le fond, puis qu'à tous les jours, au pire, puis que ça l'arrête, on tue ça dans l'œuf si c'est possible, là, mais bon. Qu'on ait pu à avoir ce genre de discours-là. On passe à d'autres choses, peut-être. Oui, c'est ça. Puis, une normalité. En tant que tel, tu sais, oui, on parle de l'avortement, mais l'avortement, il y a l'accessibilité à l'avortement. Ça passe pas juste par dire on est-tu pro-choix, on a-tu un choix éclairé. Je pense par exemple à des mécanismes où, je sais pas ailleurs au Canada, mais je sais que dans certaines circonstances, la pilule du lendemain, elle n'est pas remboursée par la RAMQ, dépendamment qui la prescrit. Peux-tu juste m'en parler vraiment brièvement, là, on va manquer de temps malheureusement, mais on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. On commence. Mais c'est ça, je pense qu'au Canada, on a beaucoup parlé de la légalité de l'avortement, mais ça revient vraiment à chaque province individuelle qui offre les services de santé, d'offrir, de mieux, de faire en sorte que l'avortement soit accessible dans chaque province. Et c'est ça, au Québec, on est quand même chanceuse d'avoir une 50aine de points de service, mais il y a la prévention. On veut vraiment que la contraception gratuite, que ce soit la contraception orale d'urgence ou toutes les formes de contraception, ça commence avec la prévention. Puis si c'était gratuit, ça ne serait pas un choix qui est fait vraiment en fonction de des contraintes financières. Tu le fais le choix qui est bon pour ton corps. Mais après ça, l'avortement, dépendant de la région, Montréal, on a une douzaine de points de service. Québec, la région de la capitale nationale, il n'y en a qu'un seul hôpital qui l'offre. Et Chaudière-Appalaches, c'est la même chose, juste un point à Lévis. Donc, il couvre toute la région, mais c'est un seul point de service. Donc, les gens se déplacent. La réalité n'est pas la même non plus dans les autres régions du Québec. Puis non, aussi, ce qu'il faut... il y a des initiatives que le syndicat a décidé de prendre justement pour contrer ce genre de choses-là, puis essayer de favoriser l'accès à ces formes-là. Peux-tu nous en parler vite? Oui, en fait, cette année, on a inclus justement... ça va entrer au 1er avril 2025 dans nos assurances collectives. On a inclus la pilule du lendemain, en fait. La contraception d'urgence va être gratuite à tous nos membres. C'est intéressant ce qu'on parlait tantôt hors du micro. Si on avait une prescription, normalement, elle serait gratuite selon la RAMQ. Je ne sais pas si c'est inclus dans notre contrat d'assurance. Je ne l'ai jamais lu de fond en comble. Cependant, certains membres devaient payer ou on avait quasiment 500 réclamations annuelles par rapport à ça. Donc, c'est pas beaucoup, là, mais ça représente quand même... on va aider 500 personnes en l'ayant gratuitement. Ça va être une mesure comme pour inciter à... c'est sûr que c'est ça, des fois, les contrats. Moi, j'invite tout le monde à regarder avec leur contrat d'assurance pour les faire modifier ou pas. Tous les autres syndicats, ça peut inspirer. Puis aussi, là, on a le mandat, justement, d'évaluer, de proposer, parce que c'est tout le temps des décisions démocratiques. Même si on serait pour autour de la table, ça ne veut pas dire que notre conseil syndical va être pour, mais on va regarder, on va faire une proposition pour toute la contraception sous prescription pour voir la possibilité à ce que ça soit gratuit pour nos membres et la hausse de notre pas franchise, là, mais de nos prélèvements. De nos cotisations. Oui, de nos cotisations d'assurance par rapport à ça. Excellent, merci beaucoup. Si justement, il y avait d'autres combats ou d'autres choses sur lesquelles le syndicat devait travailler pour être encore plus hot en termes de... C'est très cool déjà. Y a-t-il des choses qu'on pourrait, pour aider nos gens, des fois, qui participent au conseil syndical, d'amener d'autres propositions, de réfléchir ensemble? Moi, je ne sais pas exactement la composition de votre syndicat, donc, mais pour moi, comme le gros combat en ce moment, c'est les personnes sans RAMQ. Donc, je sais pas, donc je sais pas si au niveau syndical, ça pouvait avoir un impact là-dessus, mais d'appuyer les revendications. En ce moment, la RAMQ oblige les médecins et les hôpitaux à charger 3 fois le prix. Donc, non seulement, c'est pas le prix, mais c'est 3 fois le prix de qu'est-ce que tu devrais... Donc, c'est un avortement de premier trimestre peut aller jusqu'à 1 000 $. Et donc, c'est... Pour moi, on a un fonds de dépannage à la FQPN. On a eu 175 demandes dans la première année. On a dépensé plus de 60 000 $. C'est des montants extraordinaires. Mais c'est parce qu'on charge très cher pour les avortements pour les femmes sans RAMQ qui sont ici en tant qu'étudiantes, en tant que travailleuses à permis fermé ou ouvert. Mais tout ce monde-là n'a pas vraiment accès. Les gens qui sont marginalisés par le système, si on peut dire, là. Ouais.
Merci beaucoup pour Merci. cette belle discussion-là. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Oui, vraiment. C'est un sujet qui est très intéressant. Merci, Jess Legault. Ça me Très fait vraiment gentil plaisir. d'être venu nous voir. Merci, Joanie. Merci Robin. Merci Puis, à vous. merci à nos auditeurs qui nous suivent là, sur les différentes plateformes. On les invite à aller voir le site Internet de votre organisation, la FQPN. J'imagine que ça doit être FQPN. .qc.ca. Bon. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.